C'est bon. Bonjour, je m'appelle Emeline, je suis RC au tutorat en chimie et je vais vous expliquer l'élimination en chimie organique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le principe de l'élimination en chimie organique. Donc déjà, l'élimination en manière générale, ça va nous permettre de créer des liaisons. Effectivement, donc à partir d'un alcane, on va obtenir un alcène, c'est-à-dire un C double liaison C. Ensuite, une autre spécificité en général des éliminations, c'est que les réactifs principaux vont être des halogénoalcanes. Donc, c'est-à-dire X, ça peut être donc un atome particulièrement électronégatif, et donc que ça soit donc du bore, du chlore, etc. Ensuite, particulièrement, on va s'intéresser à l'élimination d'ordre 1. Donc tout d'abord, pourquoi d'ordre 1? Parce qu'effectivement, la vitesse de réaction, elle va être d'ordre 1 parce qu'on va prendre en compte uniquement que la concentration de l'halogénoalcane. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour écrire une équation de vitesse, on va se concentrer sur les réactifs d'une seule étape, et ici en fait l'étape 1 va être ce qu'on appelle cinétiquement déterminante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si l'étape 1 se passe, en fait l'étape 2 va se faire très facilement. Donc la vitesse de cette étape étant vraiment infime par rapport à l'étape 1, on va considérer que pour calculer la vitesse globale, on prendra en compte que la vitesse de cette étape. Donc c'est pour ça que cette vitesse se calcule en faisant K fois concentration de l'halogénoalcane. Donc, ensuite, deuxième particularité de l'élimination d'ordre 1. Eh bien, on va utiliser une base plutôt de type une base faible, contrairement à l'autre, et plutôt neutre, mais enfin, pas forcément, mais vraiment plutôt faible. Donc, on va maintenant se concentrer sur la mécanique. Effectivement, d'abord, de premier lieu, quand vous faites une réaction, quand vous devez écrire le mécanisme, vous devez écrire en fait quels sont les carbones alpha et bêta. Alors, le carbone alpha, c'est celui qui va porter vraiment l'atome électronégatif, le X. Comme je vous ai dit, X, ça peut être chlore, ça peut être bore. Vous verrez, ça dépend selon les exercices. Donc, d'abord, on va mettre l'alpha, donc c'est effectivement ce carbone-là, et le bêta, ça va être donc le carbone qui est lié au carbone alpha. En vérité, s'il y avait on peut dire que le carbone bêta c'est celui-là, mais ça pourrait être également celui qui est un autre qui pourrait être lié effectivement de l'autre côté. S'il n'y avait pas R3, R4. R3, R4 c'est des radicaux, ça veut dire, c'est général, ça peut être n'importe quoi. Donc, tout d'abord, effectivement, pour l'étape 1, qu'est-ce qui va se passer au cours de cette étape 1? Eh bien, l'atome X va prendre en fait des électrons et va prendre en fait la double liaison. Ce qui fait qu'après cette étape, eh bien, on va avoir la formation de ce qu'on appelle un carbocation. Parce qu'effectivement, l'X a pris son électron. Donc ce qui fait que le carbone a perdu un électron, donc on appelle ça un carbocation. Et donc on lui donne une charge de plus. Ce qui fait qu'on obtient un ion halogénure, donc c'est-à-dire qu'on va obtenir l'atome X a pris un électron, donc ça veut dire qu'il est plus chargé négativement, donc on appelle ça un ion halogénure. Il ne va plus être utile, mais c'est bien de le marquer. Ensuite, au cours de la fin de l'étape, donc ça c'est la fin de l'étape 1. La fin de l'étape 1, on a ça. Ensuite, à l'étape 2, ce qui va se passer, eh bien, ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle un intermédiaire réactionnel. Il est particulier, effectivement, à l'élimination d'ordre 1. On n'en a pas à l'élimination d'ordre 2, mais ça, je vais en reparler plus tard. Donc, cet intermédiaire réactionnel, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, la base qui est là, parce que tout ça, ça se passe dans un milieu avec effectivement la base, et bien la base, elle va en profiter pour aller prendre, en fait, parce qu'effectivement, elle est également très chargée en électrons, donc elle va être attirée par l'hydrogène que porte le carbone bêta, et va faire en sorte, en le prenant, eh bien, le carbone va récupérer l'électron avec lequel il est lié à l'hydrogène. Rappelez-vous de vos cours d'atomistique, une liaison covalente c'est formée de 2 électrons. Donc effectivement, un des électrons va être pris par le bore pour faire une liaison avec le H, et l'autre électron, eh bien, il va permettre de former une autre liaison pour effectivement, en plus, stabiliser le carbocation, une pierre deux coups. Donc effectivement, à partir de là, on va avoir, c'est pour ça qu'on va avoir en fait un alcène, parce qu'à partir de là, le B va former, la base va se stabiliser avec l'hydrogène, le carbocation va se stabiliser avec l'autre carbone, et on obtient donc un alcène. Donc ça, c'est vraiment la base en fait de l'élimination d'ordre 1.
à la fin, donc vous allez obtenir un alcène. Donc, comme je vous rappelle, les alcènes ont comme particularité d'être sous deux stéréisomères, d'avoir deux stéréisomères, donc les diastéréisomères ZE. Donc Z, c'est quand les deux parties les plus lourdes, résumées, sont du même côté. E, ils sont pas du même côté. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, à partir donc, de l'élimination d'ordre 1, vous allez obtenir un diastéréisomère. Donc il peut y avoir en fait au cours de cette étape des rotations en fait autour de cette liaison qui ne seront plus possibles avec la double liaison, parce que les doubles liaisons sont beaucoup plus solides. Et bien, donc à partir de là, en fait, vous allez obtenir en vérité pas qu'un seul alcène, vous allez obtenir donc deux alcènes, donc un alcène Z et un alcène E. Donc effectivement, lui et un deuxième alcène, donc un alcène E. Sachant que l'alcène le plus présent, il y aura toujours un alcène prépondérant entre les deux, et bien ce sera l'alcène E, c'est-à-dire l'alcène avec les éléments les plus lourds qui sont des côtés, l'un d'un côté et l'autre, un de l'autre. Voilà. Maintenant, on va passer donc à l'élimination d'ordre 2, donc E2. Donc tout d'abord, effectivement, donc, comme première grosse différence, donc, ça va être la base. Parce que généralement, pour une élimination d'ordre 2, on va utiliser ce qu'on appelle une base forte. Donc ça, vous allez le voir effectivement dans les exercices. C'est par exemple des bases du type R, O, R-O, O-. Donc ça, ce sont des bases vraiment très fortes. Ensuite, vraiment la grosse différence qui donne son nom justement à cette élimination E2, c'est son ordre. C'est-à-dire que pour la vitesse, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien ici, on va rajouter, donc on n'aura pas que Rx, la concentration donc, de l'halogénoalcane, mais la concentration de la base. Pourquoi? Parce que ici, en fait, on n'a qu'une seule étape. Et effectivement, on ne va pas avoir deux étapes, mais on va avoir en fait ce qu'on appelle cette étape qui n'existe pas. En fait, pourquoi? Parce que cette étape, c'est un état de transition. C'est-à-dire que, en fait, on va passer directement de ça à ça, mais ici, on vous donne en fait le détail de ce qui se passe. Donc, allons voir qu'est-ce qui se passe. Donc, en fait, ça ressemble beaucoup à l'E1, sauf que tout se fait en même temps. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une réaction simultanée. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que E2 est bimoléculaire et E1 est monomoléculaire, parce que ici on va avoir deux molécules en réactif. Et c'est pour ça qu'on a un ordre 2, parce que deux molécules en réactif. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, la base va directement prendre le H pour se stabiliser, parce qu'on rappelle qu'elle est particulièrement électronégative, donc elle aimerait bien se stabiliser avec le H. En prenant le H, le C, l'électron, donc le C, il va avoir un électron un peu libre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une liaison avec l'autre C. Donc début de cette effectivement, création de cette liaison double. Et en même temps, l'halogénoalcane, vu qu'on ne peut pas toujours jamais de 5 liaisons, là c'est possible parce que vous voyez, ce ne sont pas des vraies liaisons, c'est pour vous donner le détail de la réaction, mais en vérité, on n'aura jamais de carbone à 5 pattes, comme on pourrait dire, à 5 liaisons. Donc, l'halogénoalcane, il fait quoi? Eh bien, il part pour permettre justement la création de la double liaison. Et donc, on va avoir, encore une fois, un alcène. Pour les histoires de carbone alpha, carbone bêta, donc on peut aussi effectivement caractériser la réaction comme ça. Donc on rappelle, le carbone alpha, c'est celui qui porte l'halogène, et le carbone bêta, c'est celui qui est lié au carbone alpha, et c'est lui en fait qui va donner son hydrogène. C'est pas le carbone alpha qui va donner son hydrogène, on rappelle toujours, c'est le carbone bêta. Et alors, ici, les carbones bêta et les carbones alpha vont être, enfin surtout les carbones bêta, vont être assez importants, tout simplement, parce qu'on ne va pas avoir le même produit à la fin en fonction du carbone bêta. Donc, l'idée, effectivement, c'est que le produit en fonction du carbone bêta. Donc, si le carbone bêta est un carbone chiral avec un seul H arrachable, donc on rappelle un seul hydrogène arrachable, on va avoir soit un alcène Z, soit un alcène E. Donc, si vous ne vous souvenez pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'élimination E1. Qu'est-ce qui est Z, qu'est-ce qui est E? Ensuite, si effectivement ce même carbone bêta, mais cette fois il n'a pas un seul H, mais deux H arrachables, là pour le coup, la base en fait, elle pourra attaquer soit l'un soit l'autre. Mais il y en a un qui va généralement être plus favorisé parce que effectivement on va avoir à la fois on va avoir en fait à la fin un stéréisomère Z et un stéréisomère un stéréisomère Z et un stéréisomère E.
Et l'idée, c'est effectivement que c'est pareil que pour E1, c'est-à-dire que le plus présent, celui qui va être prépondérant à la fin de la réaction, ça va être le E. Pourquoi? Parce qu'il est plus stable. Et donc, c'est ce qu'on va obtenir pour E2. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Donc juste après, on va voir en fait, pour effectivement les SN, à quel moment en fait on va pouvoir dire qu'on va avoir dans cet exercice une substitution nucléophile ou une élimination, et de quel ordre. Donc maintenant que nous avons revu l'élimination et que peut-être que vous avez revu effectivement la SN avec une vidéo précédente sur le tuto, donc normalement vous avez le lien en description, eh bien on va revoir aussi en fait à quel moment on va avoir telle ou telle réaction. Parce qu'effectivement les QCM, le plus important dans la chimie organique, c'est aussi de comprendre à quel moment on a quoi et qu'est-ce qui se passe. Et les QCM vont beaucoup tourner autour de ça. Parce que généralement, ça ne sera pas écrit quelle réaction vous avez. Vous devrez déterminer quelle est la réaction à partir du réactif et à partir des réactifs. Et donc, déduire le produit aussi. Alors, donc pour comprendre ce tableau, donc effectivement, ici, on va avoir les conditions. Donc, est-ce qu'on va avoir un halogénure avec un carbone primaire, secondaire ou tertiaire? Donc, je vous rappelle, en fait, c'est en fonction, effectivement, de l'encombrement du carbone. Donc, est-ce qu'il est lié avec un radical, donc on va dire lourd, 2 ou 3? Le solvant polaire, donc ça généralement ça peut être indiqué, pas forcément, mais bon, c'est clairement indiqué, c'est en fait dans quelles conditions on va retrouver la molécule et avec quoi va réagir effectivement la molécule. Donc est-ce que c'est avec une base, est-ce que c'est avec un nucléophile? Donc l'idée effectivement, c'est que à partir de là, donc tout d'abord, comme vous le voyez, pour un carbone primaire, on n'aura ni SN1 on n'aura ni SN1 ni élimination 1. Pourquoi? Parce que le carbocation ne sera pas du tout stable. Donc à partir de là, retenez bien, si vous avez un carbone si vous avez un halogénure avec le carbone alpha qui est simplement lié donc avec deux hydrogènes, on n'aura pas ni SN1 ni E1. Ensuite, on aura généralement, en fait, très souvent une SN2. Elle sera très favorisée. Pourquoi? Parce que, effectivement, le carbone, en fait, il va être particulièrement simple à attaquer pour un nucléophile. Le nucléophile, il va très facilement attaquer un carbone qui est lié à seulement 2 hydrogènes. Et également, on aura parfois aussi une élimination 2 qui sera moins favorisée, mais tout de même présente si on a une base forte. Ensuite, dans le cas des carbones secondaires, on peut avoir une SN1. C'est possible. Il est également possible d'avoir des E1. Mais bon, ça vous le verrez effectivement en fonction aussi, est-ce que le carbone est ou non stabilisé, donc que ce soit par de la mésomérie ou généralement par de la mésomérie ou des échanges d'électrons entre la molécule. Mais ça, vous devriez le revoir avec tous les cours sur la mésomérie. Donc vous le verrez au niveau de la molécule. Ensuite, concernant donc particulièrement en fait ce qui va se passer généralement surtout pour des carbones secondaires, on peut avoir aussi de la SN2, donc dans le cas où on a un bon nucléophile, ou de l'élimination E2. Mais généralement, surtout, là en fait ce qui va se passer dans ce cas-là, généralement c'est ce qui va être le plus favorisé, c'est tout de même l'élimination 2. Même parce que la base une bonne base va clairement avoir plus d'impact et on va avoir généralement plus d'élimination 2 qu'une SN2 pour du secondaire. Et le secondaire, on va dire que généralement c'est toujours un peu flou, il peut y avoir des indications plus précises que simplement le réactif, pour préciser en fait ce que c'est, parce que ça peut être toujours un peu flou. Ensuite, on va avoir donc le carbone, dans le cas d'une molécule, donc un halogénoalcane, avec un carbone tertiaire. Généralement, donc déjà, on n'aura aucune SN2, ça parce que c'est pas possible en fait, c'est pas possible d'avoir une réaction SN2 parce que ça sera trop dur pour un nucléophile d'attaquer en fait le carbone, de prendre en fait cet hydrogène-là. Donc ça sera absolument, de réagir avec ça. Concernant la SN1, donc le réactif va réagir avec un nucléophile. Pareil pour la SN2. Et concernant les éliminations, elles vont réagir avec des bases. Alors, il faut faire très attention, il y a beaucoup de molécules qui sont à la fois des nucléophiles et des bases. Donc en vérité, c'est surtout à titre indicatif, c'est à apprendre, mais généralement, c'est pas ça qui va vous indiquer quelle est la réaction que vous allez avoir. Mais c'est très important à apprendre. Mais tout de même, il y a quand même certaines molécules où vous savez directement si ce sont des nucléophiles ou des bases. Par exemple, je vais vous l'écrire, R
R au moins. Ça, en fait, généralement, donc si le R, donc c'est-à-dire si ce radical, il est particulièrement encombré, vous savez que ça ne peut pas être un nucléophile. Parce qu'il peut pas, en fait, s'il est trop lourd, il pourra pas attaquer, il pourra pas, en fait, il pourra pas prendre, enfin, il pourra pas se mettre sur le carbone. Il pourra pas réagir avec la molécule. Ça va être une base. Ça, clairement, c'est une base. En plus, c'est une base très forte, ça. Donc, généralement, si vous avez ça, on va généralement avoir une 2. Mais ça peut pas forcément être aussi simple. Il y a beaucoup d'exercices qui vont être un peu plus compliqués et qui vont pas forcément prendre R au moins. Donc voilà, ça c'est. Mais c'est vraiment à apprendre tout de même, c'est très important. Mais ce ne sera pas ça qui va forcément vous donner des indices. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Donc on va bientôt attaquer l'exercice. Donc on va aborder l'exercice suivant. Donc effectivement là vous allez pouvoir voir que donc on a cette réaction là. Et donc en fonction à qu'est-ce qui va se passer pour répondre, et on va devoir répondre à cette question pour pouvoir en fait déterminer quels sont les items qui sont vrais, quels sont ceux qui sont faux. Donc tout d'abord, comme vous pouvez voir, donc, je vais juste réécrire rapidement la réaction. Donc on a KOH et effectivement, n'oubliez jamais, ici ce n'est pas une molécule entière, en fait, KOH n'est pas une molécule entière, en fait ce sont deux ions qui vont interagir ensemble. On a du K+, et on a du OH-. Donc, ensuite, après, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Donc, comme vous pouvez voir, ici on a du brome. Donc, le brome, c'est un. Bon, là, clairement, on a un halogénoalkane. Donc, vous savez que c'est sûrement donc, une addition, une SN, donc une substitution nucléophile, ou alors une élimination. Donc, vous pouvez le voir ici. Là, on a donc effectivement du brome. Le brome, donc, c'est un bon nucléophile. Attends. BR, c'est brome ou bore, je sais jamais. BR, je crois que c'est brome. Bon, ok. Voilà. Donc ici, vous avez du brome, effectivement, et c'est un bon nucléophile, c'est-à-dire qu'il va partir facilement. Et là, effectivement, donc le K+, en fait, ici, on va un petit peu s'en foutre, hein, clairement, parce que c'est un ion spectateur. En fait, ce qui va être très intéressant ici, ça va être OH-. Donc ici, alors, attendez, je vais l'effacer, le K+, vraiment, il ne sert à rien. Il ne sert à rien dans cette équation-là. Donc ici, vous allez avoir du lion hydrure qui va aller attaquer. Donc effectivement, on va se dire très bien, alors ça, c'est un ion qui est très nucléophile, et c'est pas une bonne base. Ça, il faut bien l'apprendre aussi, l'OH-, c'est pas une bonne base. Donc c'est un bon nucléophile. Vous avez un bon nucléophile et vous avez aussi un carbone qui est quoi? Qui est primaire. Et donc il va être lié donc effectivement à un seul à 2H et à un seul carbone, un seul autre carbone. Donc le carbone ici c'est un carbone primaire. Donc ça veut dire que, comme je vous l'avez peut-être remarqué, vous vous souvenez donc avec ce que j'ai dit précédemment, on n'aura ni une SN1 ni donc une E1. Parce que c'est un carbone primaire. Donc déjà, vous pouvez éliminer SN1E1. Donc en quoi, qu'est-ce que ce sera par rapport? Donc on peut se demander, ok, c'est quoi par rapport à une SN2 ou une E2? Là, comme je vous ai dit, ici on va avoir un bon nucléophile. Et donc un bon nucléophile, ça va être une E2 du coup. Donc ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, que ça soit pour... là, on sait que c'est une SN2. Donc on va pouvoir l'écrire. C'est une SN2. Et à partir de là, on va pouvoir écrire le mécanisme complet. Donc ici, on va avoir l'état transitionnel. Donc comme je vous rappelle, il n'existe pas en soi, mais c'est juste pour ici vous indiquer, pour bien comprendre en fait ce qui se passe. Donc vous avez le BR qui va partir, et on va avoir une liaison qui va se former avec le OH. Donc ici, vous allez avoir l'intermédiaire réactionnel, pardon, non, pas un intermédiaire réactionnel, mais vous allez avoir un état de transition. Donc l'état de transition, comme je vous rappelle, il n'existe pas, il est juste là que pour représenter ce qui se passe. Donc ici, ce qui va se passer, et si vous voulez les flèches directement, eh bien en fait, ici, l'hydrure va aller se mettre sur le carbone, et en même temps, ce qui va se passer surtout, c'est que le brome va partir, et le lion hydrure va aller sur le carbone pour former effectivement donc cet état transitionnel. Puis enfin, qu'est-ce qui va se passer? On va obtenir donc une molécule qui va avoir à la place du brome un hydroxyle, donc on va avoir un magnifique alcool qui va se mettre. Donc à la place d'un halogénoalkane, on va obtenir un alcool. Et si vous voulez, donc ensemble, donc avec évidemment, le K+, comme je vous ai dit, il ne sert à rien ici les spectateurs, donc effectivement, il reste un spectateur. Et
le brome, effectivement, qui est donc effectivement, et qui va d'ailleurs interagir aussi avec le K+, parce qu'effectivement, je vous rappelle que nos deux ions plus et moins vont s'attirer. Donc effectivement, là, ils vont s'attirer. Donc, quels sont les items qui sont vrais et qui sont faux? Donc, comme vous l'avez remarqué, effectivement, on obtient la molécule qui est dans l'item A. Donc, l'item 1, il est vrai. Ça va être un cimetière de craie derrière, c'est dégueulasse. Mais en plus, c'est trop loin pour qu'on puisse les récupérer. Je suis navrée, hein. Vraiment, il va y en avoir 3 à la fin. Je sais pas trop. Donc, attends, je vais écrire tous les trucs. Je vais arrêter. Okay. Alors, donc, l'item 1, il est vrai, parce qu'on obtient effectivement la bonne molécule. L'item 2, donc, il est faux, comme vous voyez, parce que c'est pas la même. Et pourquoi, en fait, c'est parce que l'attaque se fait par un nucléophile. Donc il n'y en a pas effectivement le K+. Comme je vous ai dit, le K+, en plus le K+, il est chargé de plus. Donc vous n'aurez jamais effectivement une SN2 avec un ion chargé positivement. Ensuite, l'item 3 donc, il nous dit que cette réaction provoquera une inversion de Walden et donc un changement de configuration de carbone. Alors ça, faites très attention parce que vous pourriez vous dire, c'est une SN2, du coup forcément inversion de Walden. Jusque-là, vous avez raison. Mais est-ce que vraiment il y a un changement de configuration? Et bien là, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le carbone ici, ce n'est pas un carbone chiral. Donc faites très attention à ça. C'est vraiment un piège qu'on peut vous faire très facilement. Vous pourriez vous dire, ok, inversion de Walden, donc forcément il y a une inversion de configuration. C'est pas forcément le cas. Si ici on n'a pas si le carbone donc, principal de la SN2, qui est où tout va se passer, n'est pas un carbone chiral, on ne va pas avoir d'inversion de configuration. Mais on aura bien une inversion de Walden. Le nom reste bon, mais l'idée comme quoi on a un changement de configuration n'est pas bonne. Donc, c'est faux. Ensuite, le mécanisme de cette réaction est dit synchrone. Alors effectivement, vu que tout va se passer en même temps, c'est tout simple, vu que tout se passe en même temps, parce que c'est une SN2, c'est pareil pour la E2 d'ailleurs, eh bien, on dit que la réaction est synchrone. Donc ça, jusque-là, c'est vrai. Et ensuite, et enfin, donc, est-ce qu'au cours de cette réaction, il y a passage par un carbocation? Donc c'est une SN2. Comme je vous rappelle, SN2, on a un état de transition qui n'existe pas, donc toujours la même chose qui est figuratif. Mais et on n'a pas, donc on n'aura jamais en fait de carbocation qui existe réellement. C'est pas comme une SN1. Donc effectivement, vous n'aurez pas de carbocation. Donc à partir de là, l'item 5, il est faux. Donc j'espère que, en tout cas, cet exercice ne vous a pas semblé trop difficile, mais en tout cas, c'est vraiment ce type d'exercice que vous allez avoir au cours du concours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et au revoir.